Vous avez vu cette inscription là-haut? Ça sonne un peu comme une invitation. Une invitation à la danse? À la danse? Vous aimez danser, vous? Ah, j'adore ça. Alors vous êtes plutôt quoi? Plutôt rock, plutôt salsa, plutôt groove, plutôt... Moi j'aime bien mélanger toutes les influences qui m'ont pétri, la danse orientale, la danse africaine, le hip-hop. Vous l'aimez ce quartier de l'Est parisien? En fait, j'aime beaucoup le quartier de la Villette, qui peut paraître un peu froid comme ça, du fait de son architecture, mais qui en fait est hyper chaleureux, je trouve, notamment l'été, quand les familles viennent s'installer, quand les amoureux également viennent s'aimer. Est-ce que vous l'aimez ce bâtiment? C'est un mastodonte de béton qui est vraiment un exemple typique de cette architecture dite brutaliste. Et le parti pris, c'est que le béton qui a servi à la construction reste très apparent. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il a une espèce d'épure. C'est juste dommage que le béton n'ait pas survécu, parce que là, on sent qu'il est un peu érodé, donc on a envie qu'il soit peint. Est-ce que vous savez ce que c'était avant? Non, c'était quoi? Une cité administrative. Et le bâtiment, il a été entièrement repensé pour devenir donc un temple de la danse. De la danse, c'est le Centre national de la danse. Bonjour Afia Maïga. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédienne, vous vous êtes essayée à tous les genres, la comédie, le drame, les films d'auteur. Vous foulez également les planches au théâtre. Alors on va évidemment dans cette émission revenir sur votre parcours, mais avant je vous propose quelques entrechats. Oui, dans ce Centre national de la danse. On va y aller, je ne sais pas comment, on va peut-être pas y aller à la nage. On va faire le tour. On va faire le tour. Okay. Hein. Par là? Allez. Créé en 1998 en plein cœur de Pantin, le Centre national de la danse soutient les artistes et accompagne leur travail du processus de création jusqu'à la rencontre avec le public. Avec ses 12 studios, sa médiathèque, sa salle de projection, c'est un lieu unique pour les danseurs et les compagnies françaises et étrangères. Quelles sont les missions du CND? Alors, c'est bien sûr une mission de création, donc pour des artistes chorégraphiques, une mission de production, et puis il y a une mission de patrimoine. Voilà. Bon, alors Aïssa, elle avait envie de nous montrer comment elle faisait son petit saut de chat. Ah, si. Allez hop. Elle voulait, parce qu'elle nous a dit qu'elle dansait, qu'elle avait toutes les influences. Je danse chez moi à la maison, enfin sur mon miroir, sur mon plancher. Mais là, il y a un plancher magnifique, il n'attend que toi. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aller voir une répétition de Noé Soulier. Noé Soulier est un chorégraphe français, jeune, qui a fait une petite dizaine de pièces et qui est un chorégraphe qui est artiste en résidence ici. D'accord. Ils sont en pleine répétition d'un duo. C'est un artiste qu'on suit depuis 3 ans, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Les danseurs, évidemment, ils racontent une histoire avec leur corps. Les acteurs joignent le geste à la parole, mais le langage du corps, c'est aussi important. C'est éminemment important. Le langage non verbal, il est à travailler, évidemment, autant que le texte, parfois même plus. Et tous les courants artistiques, tous les courants chorégraphiques sont représentés ici. Il y a du classique, du hip-hop, du jazz. Oui, c'est pas que contemporain? Non, c'est pas que contemporain. On a vraiment des artistes de toutes les disciplines, même de la danse traditionnelle, même de la danse baroque, du jazz bien sûr, de la danse africaine et bien sûr de la danse classique aussi. Ouais. Très bien. Et sans vouloir faire dans l'ethnocentrisme, en danse africaine, il y a qui?
Bon, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui aujourd'hui sont entre eux, effectivement, des techniques de danse traditionnelle et des techniques de danse contemporaine, Oui. qui font des sortes de synthèses, notamment Salih Hassanon et Seydou Boro, qui sont Seydou deux Boro, que artistes j'aime qu'on aime beaucoup. Alors Aïssa, du cinéma d'Anneke à celui de Clapiche, des comédies d'Alain Chabat au drame de Claude Berry, vous transcendez à l'écran tous les genres. Vous avez un parcours extrêmement varié, on va y revenir bien sûr. Mais avant, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a donné envie d'être comédienne. Ce qui m'a donné envie, c'est d'abord quelques films avec des comédiennes et des comédiens aussi. Il y a eu le film de François Truffaut, Les 400 coups, que je regardais, j'étais complètement obsédée par ce film. Il y a eu Romy Schneider, il y a eu Le Tambour de Volker Schlöndorff que j'ai vu en cachette, j'avais 6 ans, j'avais évidemment pas le droit de voir ce film qui est déjà très traumatisant pour les adultes. J'avais envie d'être de l'autre côté de l'écran. Quand j'allais au théâtre, j'avais envie d'être de l'autre côté, de savoir ce qui se passait même dans les coulisses. Je sentais que c'était à ce monde-là que je voulais appartenir. Je vous ai souvent entendu dire que ça avait été violent de découvrir pour vous ce que ça signifiait d'être une actrice noire en France. Pourquoi ? En fait, quand j'ai décidé de devenir comédienne, j'étais, j'ai envie de dire, comme tout le monde. J'avais tout simplement envie de jouer dans des films, des pièces de théâtre, etc. Il y avait notamment des classiques du théâtre qui m'attiraient. On ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset, Antigone de Sophocle. Et bon, très vite, c'est vrai que tous les personnages, je l'ai appris à mes dépens à ce moment-là, ne m'étaient pas accessibles. Et je pense qu'il y avait vraiment un problème d'imaginaire. Alors à quel moment vous avez senti que ça commençait à changer, que vous alliez pouvoir sortir peut-être de cette boîte, que vous alliez avoir enfin la possibilité de choisir vos rôles ? D'abord, le déclic, il s'est fait dans ma tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai décidé, mais ça s'est fait de façon très volontaire, que c'était fini, que ça n'était pas mon problème. Et puis, je sais pas, il y a eu comme un changement qui s'est fait aussi. J'ai eu de la chance avec Clapiche, les poupées russes. Et puis le fait que... C'est marrant parce que dans les poupées russes, donc, il y a toute une galerie de femmes que le personnage de Romain Duris va rencontrer, etc. Et c'est aussi parce que formellement, ce film est fait comme ça, parce que j'étais une parmi d'autres, que on se dit, ah oui, c'est vrai, elle est une parmi d'autres, en fait, tout simplement. Elle n'est pas l'étrangère, elle n'est pas l'autre. Vous m'appelez ce soir obligé, parce que sinon vous m'appellerez jamais. Il faudrait que tu me la présentes, j'aime bien les filles noires en général. De toute façon, en ce moment, c'est tout ce qui est une chatte. T'as une copine ? Non, j'ai pas vraiment de copine. Votre carrière, elle a débuté vraiment avec Sarah Cabot. Comment ça s'est passé, ce tournage ? Ah ouais, c'était il y a 20 ans exactement. D'abord, j'ai passé des essais, un casting. J'étais serveuse à l'époque. Comment vous dire ? J'étais très, très motivée. J'avais vraiment pas du tout l'intention de rester serveuse. Voilà. Et le tournage s'est très bien passé. J'étais un peu l'oiseau tombé du nid. On prenait soin de moi. Comment est-ce que vous avez abordé le film Bamako ? Je l'ai abordé avec un petit peu de trouille. Enfin, je sentais que c'était important pour moi de participer en fait à cette œuvre esthétique mais aussi politique. Pendant que 2/3 de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir. Vous l'avez dit, vous avez participé à de gros succès populaires, Je vais bien, ne t'en fais pas, Les poupées russes évidemment. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui vous colle à la peau ? Non, en fait, j'ai pas encore, eu à incarner un personnage qui d'un seul coup qui a fait que les gens ne m'envisageaient qu'à travers ce registre-là. La plus belle expérience humaine ? Sur un tournage ? Le film de Lucien Jean-Baptiste, qui s'appelle Il a déjà tes yeux. En fait, il y a eu une espèce de grâce qui s'est installée sur ce tournage, et c'est dû à la personnalité de Lucien. Parce que c'est quelqu'un d'hyper solaire, de fédérateur, qui a une espèce d'énergie positive sans faille. Et on arrivait tous les matins en se regardant tous, en se disant « Non mais j'ai jamais vécu un truc, non mais toi non plus », comme une colo quoi. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin.
C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Vous avez prêté, Aïssa, votre voix à l'adaptation au cinéma de la bande dessinée Aya de Yopougon. Bien, très parfait. Diction parfaite. Aya de Yopougon, c'est ça. Aya de Yopougon. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a séduit immédiatement? Ce qui m'a séduit, c'est que, en fait, j'étais déjà acquise à la cause depuis des années, puisque j'étais une fan de la BD. Du coup, quand Marguerite Aboué m'a appelée pour ça... Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, votre témoignage sur les réseaux sociaux a beaucoup ému. Il faut dire que ça faisait écho à votre histoire personnelle. Vous êtes la fille d'un journaliste malien qui est mort pour ses idées. En fait, quand il y a eu les attentats, évidemment, j'étais complètement sous le choc comme tout le monde. Et puis, j'ai vraiment eu la sensation très aiguë comme ça, que toutes ces choses dramatiques qui se passent pour les journalistes chaque année dans le monde entier étaient d'un seul coup convoquées à nos portes. Et évidemment, ça a rappelé le souvenir, ranimé le souvenir de mon père, d'autant plus que je me suis jamais cachée de qui je suis, mais c'est pas quelque chose que j'avais dit auparavant. Bon, faut aussi trouver l'occasion. C'est pas le genre de truc qu'on dit, c'est quoi, mon père est mort assassiné. Enfin bon, j'ai senti que j'avais besoin de le dire, quoi. Ça faisait partie de quelque chose que j'avais besoin d'affirmer, de la même manière que j'ai eu besoin d'affirmer que je me sens faite d'une multitude d'identités. Et que cette multitude de choses, ça crée quelque chose, un tout unique, qui ressemble tout ou partie à la France d'aujourd'hui. Alors je vais résumer, une trentaine de films au compteur, plusieurs pièces de théâtre, une nomination au César. La suite, c'est quoi? La suite, c'est... je viens de faire un film en Afrique du Sud. C'était mon premier film en anglais. Et c'était super parce que là, j'ai rencontré une nouvelle génération de scénaristes, de réalisateurs, d'acteurs et d'actrices africains. Moi, j'ai vraiment l'espoir que l'Afrique commence à se raconter d'une façon à apporter sa part à l'histoire mondiale d'un point de vue du cinéma. On va rester résolument du côté du soleil en allant à la rencontre de la plus française des chanteuses brésiliennes, Flavia Coelho. Le titre de son dernier album annonce la couleur sonoréale, autrement dit, le rêve réel. De Rio à Paris, entre bossa, reggae et salsa, elle nous parle du paradis, de ses coins de ciel bleu, de sa joie de vivre, tout en sensualité. Alors Flavia, ce nouvel album, c'est un mélange des genres. Le métissage, finalement, c'est à l'image du Brésil et c'est aussi à votre image. Je suis née, grandie, dormi, vécu, me réveillée au Brésil pendant 26 ans avant mon départ. Et, mais tout, donc, c'est-à-dire que tout pour moi venait du Brésil, les instruments, la nourriture, notre façon de marcher, de parler, la couleur, le teint de peau et des cheveux. Je pensais que tout était entièrement brésilien, jusqu'à ce que je commence à grandir et comprendre que le Brésil venait d'ailleurs, qu'enfin on a reçu pendant 516 ans maintenant de la culture de partout, de la culture de l'Afrique, des Italiens, des Japonais, des Français, des gens de partout pour construire la culture brésilienne, ce qui est devenu la culture brésilienne. Alors, la bonne humeur, ça et ça, il n'y a aucun doute. Avec Flavia, on est tout de suite plongé dans la bonne humeur. C'est vrai. Comment vous l'avez découverte, Flavia? Je l'ai découverte à la maison. On met pas mal de musique. Et puis, moi, je ne la connaissais pas il y a quelques temps. Et d'un seul coup, j'ai entendu le morceau là dont je te parlais. Et je dis, mais c'est qui? Je sais pas, il y a quelque chose d'hyper positif et enveloppant dans sa musique. Où est-ce que tu voyages quand tu l'écoutes? Où est-ce qu'elle tombe? En fait, je trouve qu'il y a à la fois un truc très joyeux, mélodieux, et puis une forme de nostalgie. Je sais pas ce que c'est, quelque chose qui est...
Je sais pas si c'est de la nostalgie, mais une tonalité comme ça qui est... Je l'ai entendu aussi, c'est une toute petite fêlure à un moment donné. Et c'est le mélange entre les deux, c'est très beau. Ce nouvel album, évidemment, il est très ensoleillé. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? C'est important d'entretenir son bien-être, d'être bien dans sa tête, dans sa peau, dans son cœur, parce que c'est comme ça qu'on peut aider les autres. Donner la bonne humeur, la lumière à la fin du tunnel pour tout le monde. Et c'est maintenant l'heure de notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. C'était chez ma copine Badia quand j'étais au collège. Elle habitait pas très loin de la gare de Lyon. On regardait les trains passer et on se disait que la vie était vraiment très belle. J'aime beaucoup flâner dans les marchés. Alors il y a un marché boulevard Richard Lenoir, il y a le marché de Belleville, il y a les marchés couverts aussi, le marché Saint-Quentin. J'adore les marchés. J'adore parler aux marchands, j'adore. Sur les quais, la nuit, quand il n'y a aucune voiture, je trouve que c'est pas mal. Oui, les gens, les Parisiens m'inspirent beaucoup. Tous ces visages mélangés, le monde entier est convoqué, ça m'inspire énormément. Il y a plein d'endroits, mais là, celui qui me vient là tout de suite, c'est chez Dom. Et ça se trouve rue des Vinaigriers à Paris. Et dans la même rue des Vinaigriers, il y a la pâtisserie, la fabrique à gâteaux que je recommande à tout le monde. Ronchon, mais sympa. La parisienne, chic quand même. Et peut-être... Non, c'est tout. Multiple. Merci Aïssa. Merci Valérie. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Aïssa Maïga sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Na cela falando sozinho, cansado com o rosto abatido, fica rezando que o